Ok. Bonjour à tous. Je vais essayer d'être rapide pour qu'on soit à l'heure, mais j'ai quand même pas mal de choses à dire. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la nouvelle API de données dans GeoOrchestra, une API standardisée. D'abord, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'API déjà? Donc, pour visualiser les données, tout le monde connaît WFS. Pour analyser les données, donc récupérer les données, faire des analyses dessus, et puis pour favoriser la réutilisation. Alors on est dans une dynamique aujourd'hui où on veut valoriser les données, c'est ça qui est important, c'est de les réutiliser et créer du business avec. Business, ça veut pas dire d'argent, ça veut dire juste les réutiliser et qu'elles servent à quelque chose. Donc l'API de données, c'est vraiment le lien entre le producteur de la donnée et les usages, via la plateforme. Donc c'est l'unique moyen de récupérer la donnée en fait, c'est via une API qui peut être standardisée. Alors dans GeoOrchestra, est-ce qu'on a une API de données? Oui. 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 C'est... Est-ce qu'il est... Ouais, je vais oublier de faire un truc. Je vais mettre ça sur la montre. Ok, donc oui, dans GeoOrchestra, on a une API de données et on en a une depuis toujours en fait, c'est le WFS. Donc le WFS, ça permet de quoi? Ça permet de récupérer la donnée sous forme de carte. Okay. Puis surtout, par rapport au WMS, ça permet d'avoir la donnée tabulaire. Et ça nous permet par exemple de faire de la data vise, des graphiques. Donc là, je suis sur la plateforme de Lille. Comment? De la métropole européenne de Lille. Pardon. Voilà, donc le WFS, c'est une API qui permet globalement de récupérer des objets géographiques. On peut les filtrer, on peut les trier et on peut les paginer. Mais est-ce que ça suffit dans le paysage moderne de l'utilisation des données? Faut voir. Aujourd'hui, avec l'arrivée du mouvement Open Data, des portails, on voit, et puis l'accent sur la réutilisation, on voit qu'on a envie de faire beaucoup de choses de la donnée. On a envie de la faire parler, de faire des visualisations, de faire des sites internet qui montrent des choses à partir des données. Donc, par exemple, est-ce qu'il pleut à Lille? Pouvoir télécharger la donnée avec des URL stables. Donc c'est-à-dire que si notre application utilise une URL d'une API, il faut que ce soit stable dans le temps. Faire des traitements géographiques, du clustering, du H3 indexing, de la distribution, des choses comme ça. Et puis quelque chose qui est tout bête, mais qu'on ne peut pas vraiment faire dans GeoOrchestra, c'est de la recherche dans les données. Okay. Donc si on vient dans GeoOrchestra, alors oui, on voit, ok, on a de l'analyse, etc. Mais en fait, si je retourne en arrière et que je cherche un gros jeu de données, par exemple la pluviométrie, alors j'espère que je ne vais pas tout faire planter mon navigateur. Bon. En fait, alors là c'est le CSV. Ah oui, mais parce que c'est du... ok. Bon, ce que je veux montrer là, c'est qu'en fait, quand il y a des gros volumes de données, on ne peut pas faire tout ce qu'on a envie de faire. Puisque le WFS, donc même on a vu des outils de data vise ou des outils de data vise de grand test. Ok, il y a du filtre, mais si on veut faire juste une évolution ou un graphique sur la donnée, on est obligé de télécharger toute la donnée et la processer côté client. Donc en fait, on se retrouve à des limitations. On peut faire de la data vise quand on a la capacité de récupérer toute la donnée, mais sinon on ne peut pas en faire. Alors on voit par exemple aussi dans la plateforme GeoOrchestra qu'on a quand même des charts. Alors ceux-là, par exemple dans Master, ils sont faits avec du WPS, pas avec du WFS. Okay. Donc voilà, là l'objectif c'est de montrer un petit peu les limitations. Donc c'est fait côté serveur, il y a un process qui tourne et qui nous renvoie juste une information. Donc voilà, l'API WFS est limitée. Alors c'est quoi le paysage des API aujourd'hui? Donc on voit qu'il y a des nouvelles offres qui sont arrivées avec les portails Open Data, Open Data Soft qui fait de la data vise, Esri, Secan, les API OGC, puis même DataGouff, donc je parlais de notre projet de standardisation,
de nos API. Et puis Estelle Modem m'a dit qu'il développait une API pour DataGouv aussi. Et puis on a les API custom, donc ça c'est les API des plateformes. Et puis si on va sur api.gouv.fr, on voit qu'il y a plein d'API. Puis si on regarde l'API sirène, on voit qu'il y a un paramètre Q, un paramètre date, un paramètre champ. Puis si on va sur l'API de l'éducation nationale, on voit qu'on a un paramètre select, un paramètre where, etc. Donc en gros, on est dans un contexte hyper hétérogène dans lequel il n'y a pas du tout de standard au niveau de l'open data. Donc il n'y a pas du tout de standard pour, pour utiliser des API d'analyse de données. Les API sont custom, les schémas, et puis les formats de sortie, etc. Heureusement, dans le monde du géographique, on a l'OGC et Inspire qui essayent de mettre en place des standards. Donc OGC Features pour remplacer le WFS, puis on a d'autres comme le WPS qui permettent de faire du processing. Donc les limitations dans GOrchestra aujourd'hui par rapport à la tangente qu'on prend, c'est la donnée non géographique, donc la MEL héberge des données non géographiques, comment on les sert, parce que le WFS c'est servi avec GeoServer sur la donnée géographique, comment on fait de la recherche dans les données, comment on fait de la requête spatiale, comment on fait d'autres choses. Et puis là j'ai mis un petit point WPS difficilement exploitable. C'est vrai que c'est bien de partager des process, mais on s'aperçoit, enfin ça c'est mon point de vue personnel, que c'est quand même assez difficile à réutiliser. L'interopérabilité au niveau des process, elle n'est pas évidente. Souvent un process c'est défini pour un contexte particulier, avec des inputs particuliers. Et pour moi c'est un peu difficile de combiner les deux pour faire une API de données. Donc comment répondre à ce besoin? On a deux options. On peut faire du spécifique, et on voit que beaucoup font du spécifique dans le monde de l'open data. Pourquoi? Parce que c'est plus simple à mettre en œuvre, c'est plus proche du métier. Ça c'est un point qui est important. C'est-à-dire que si je fais slash camion de pompier, ça parle plus que slash collection, slash le nom d'une couche avec un UID. Et puis, du coup il y a moins de contraintes, c'est plus facile à implémenter. Et le problème c'est qu'il n'y a pas de standard, donc chacun arrive vraiment à faire ce qu'il veut rapidement, mais ça ne mène nulle part. Du coup, pour le consommateur, donc pour ceux qui veulent réutiliser les données, c'est difficile de s'organiser. Il y a des coûts d'implémentation, puisqu'à chaque fois, il faut aller lire la documentation d'API, il faut l'implémenter. Si on fait une application qui va dans 3 sources de données, il y a 3 fois le travail à faire. Donc comment améliorer cette situation? C'est via les standards. Donc nous, ce qu'on pense, c'est qu'on est obligé de passer par des standards. Puisque l'interopérabilité dans GeoRchestra, dans le monde du livre, dans le monde de l'OGC, c'est ça qui fait quand même le succès de nos plateformes. Donc le projet de cette API de données pour la transition de mail vers un portail open data libre et open source, ça a été ça la vision. Donc, moi, ce que j'avais imaginé, c'est d'avoir une API qui gère au centre le métier, donc le métier d'une API de données qui est franchement du SQL. Qu'on fasse un select paginé avec du limit, du offset, avec des where, des filtres, ou autre chose, ou des agrégations pour faire de l'analyse de données avec des group by ou des fonctions de somme. On reste vraiment dans la manipulation de données via du SQL. Et puis d'avoir des abstractions, c'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'on veut fournir à l'utilisateur? Oui, on veut fournir un modèle standardisé, disait par exemple OGC API Features, mais on voit par exemple que la façon de filtrer dans OGC API Features, c'est du CQL. Donc il faut que l'utilisateur sache écrire des filtres CQL par exemple. Pour nous, c'est un must-go de supporter cette API, puisque dans le cadre du fait qu'on est une plateforme géo-interopérable, on est obligé de supporter la feature. Mais en même temps, peut-être qu'on a envie de supporter autre chose. Peut-être que c'est plus simple de faire des selects, de faire des where. Peut-être qu'il y a des gens qui viennent du monde de l'open data. Donc avoir une espèce d'abstraction au niveau du mapping entre l'URL et la façon de composer son URL avec ses filtres, etc. Et puis transformer ça dans des concepts métiers qui derrière génèrent une requête SQL. Et puis derrière, pareil, on peut taper dans du PostGIS, puisqu'on a beaucoup de PostGIS.
On pourrait avoir des gros jeux de données sur lesquels on veut faire de l'analyse un peu plus poussée, donc faire du Elasticsearch. On pourrait se décorréler complètement de la notion de serveur cartographique et utiliser des fichiers statiques dans le cloud, comme GeoParquet. Donc on voit qu'il y a aussi un démappeur de comment on transforme le métier SQL en requête. PostGIS, c'est du SQL vers du SQL. GeoParquet, par exemple, ce serait du SQL vers du DuckDB, qui est en fait du SQL pour aller taper sur des data sources distants. Donc ça, c'est la première implémentation du projet. Donc on a commencé étape par étape. Donc implémentation de GC Features directement dans le corps. Part 1, donc ça veut dire support de pouvoir récupérer les données. Il n'y a pas les filtres encore. Et puis, on a décidé de se contenter de PostGIS pour le moment, puisque c'est ce qui est utilisé globalement dans les plateformes de données géographiques. Donc on a une base de données spécifique dans GeoOrchestra avec un schéma spécifique, un seul point d'entrée. Et puis le data feeder par exemple, ou des imports manuels qui vont venir ingérer de la donnée et la pousser dans PostGIS. Et puis l'API va détecter automatiquement qu'une donnée est là et va la servir. Donc voilà la situation aujourd'hui. On a fait cette implémentation de la partie 1 de GC Features. On a présenté cette approche aux plateformes innovation organisées par la FIGEO. Et puis, c'est devenu un axe de financement cyclo. Ça a été identifié comme l'homogénéisation des API comme quelque chose d'important pour l'interopérabilité des plateformes en France. Benjamin a dû en parler hier. Donc voilà. Alamel, qui a financé donc ce magnifique travail. Comment ça se présente? Alors attendez, je vais retourner dans mon jeu de données d'avant. Donc là, en fait, on a quelque chose de supplémentaire qui n'est probablement que dans la même, c'est le service OGC API Features, qui n'apporte pas forcément quelque chose de supplémentaire pour le moment par rapport à du WFS, mais cette API a été implémentée. Il n'y a pas besoin de pousser des choses dans le GeoServer, il n'y a pas besoin d'administrer un GeoServer. Elle permet donc de visualiser les données, de fournir des liens de téléchargement, et puis on a même dans le Data Hub un formulaire pour générer des URL via la Data API qui pourront être réutilisées dans différentes applications. Voilà, donc je vais passer un petit peu rapidement le reste. Donc dans le monde de la géographie, on a OGC API Features et Processes, mais j'ai déjà un petit peu parlé. Ça, c'est juste pour que vous ayez un petit peu en considération comment elle s'articule. Donc il y a un socle commun, il y a un socle Features, et il y a un socle Records qui est pour les métadonnées. Mais Features absorbe beaucoup de fonctionnalités de Records, notamment le Full Text Search, qui est nouveau, donc qui n'existe pas dans WFS, et puis la notion de facette qu'on a proposée à l'OGC, qui va arriver dans Records et qui devrait arriver dans Features. Donc il manque toujours des choses dans API Features, c'est toujours pas révolutionnaire. Donc on n'a pas d'entry point cohérent avec le métier, on ne peut pas faire de jointure, on ne peut pas faire d'agrégation, on ne peut pas faire de calcul. Donc ce qui manque en fait, c'est le lien avec le métier. Donc voilà, le fait de partir sur Features, ça nous permet d'avoir une base. Donc on va probablement implémenter derrière les filtres. Et puis le Full Text Search, le tri, les facettes qui vont arriver des records. Donc on va déjà pouvoir adresser pas mal de use cases que j'ai présentés. Donc un point important, c'est partir sur du standard, supporter les standards, faire évoluer les standards pour qu'ils aillent dans notre sens, et éventuellement après, on peut étendre des standards pour des usages spécifiques. Donc par exemple, personnellement, je me suis introduit dans des groupes de travail à l'OGC sur les records pour proposer les facettes, donc pour avoir une recherche un petit peu plus poussée dans les records et ça va atterrir dans les features. Et puis, pour tout ce qui est analyse, comment on fait? Donc soit on va faire du spécifique par-dessus, soit on essaye de pousser des standards, mais c'est un peu long.
Donc il y a un groupe qui existe qui s'appelle DAPA, Data Access Processing API, qui fait partie de OGC Features et qui va permettre de pouvoir gérer des agrégations et des calculs par-dessus l'API OGC Features. Ce qui est important, c'est qu'OGC API Features n'est capable de retourner que des features, donc des objets géographiques, là où WPS peut faire du traitement et retourner ce qu'on veut. Donc là, l'idée, c'est de rester dans le socle de OGC API Features, mais de pouvoir retourner autre chose comme des agrégations ou des lots de features. Donc il y a un proposal qui a été soumis, mais pour l'instant, on attend de voir. Donc pour conclure, la suite, donc c'est pas la conclusion, mais c'est la suite. Qu'est-ce qui va arriver? On va sûrement avancer sur le support pour au moins gérer les filtres, parce que c'est quelque chose qui est important. Et puis on espère, une fois que la spécification elle va être entérinée au GC Record, que le full text search, les facettes vont arriver dans les features, qu'on va pouvoir y accéder, donc on va pouvoir fournir beaucoup plus de services front-end, par exemple dans le Data Hub ou dans l'AppStore. Et puis la gestion de droits, puisque là on était parti sur une plateforme publique, mais il va falloir gérer les droits. Donc voilà, il va y avoir des travaux qui vont être faits dans ce sens cette année pour enrichir cette API de données qui va, j'espère, nous permettre de fournir tous les cas d'usage dont nous avons besoin pour les données, notamment la recherche, la data visualisation et l'exploitation des données géographiques. Voilà, donc un grand merci à la MEL qui nous a suivis dans cette démarche. Ça n'a pas été sans heurts parce que finalement il y a quand même beaucoup de choses à prendre en compte pour développer une API. Il y a l'aspect communautaire, l'aspect standard, et puis c'est assez difficile de savoir où est-ce qu'on veut aller et quelle sorte de données on veut traiter, puisque j'ai illustré avec Elasticsearch ou Parquet, traiter des petites données en WFS ou en Features pour l'instant ça va, mais traiter des gros volumes de données, faire de l'analyse, faire du big data, ça soulève beaucoup d'autres questions techniques à laquelle la vision était préparée. Mais après, une fois que c'est de l'implémentation, il faut voir les priorités et il faut voir comment on avance vers la complexité de ce monde de l'API de données. Voilà, merci pour votre écoute.